Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur la thématique féminisme, puisque je vais vous lire un petit extrait de Ce que les féminismes font à la métaphysique, anthologie des nouveaux matérialismes, un ouvrage qui a été dirigé par Jeanne Ethelin et qui a été publié aux Presses universitaires de France en mai 2026 dans la collection Métaphysique. Donc, je vais vous lire un court passage de l'introduction. Les nouveaux matérialismes en France. Au tournant du XXIe siècle, un ensemble foisonnant de théories a commencé à s'agréger sous un nom intrigant, les nouveaux matérialismes. Leur pari, ramener la métaphysique au cœur des débats contemporains en repensant la matière non comme simple décor, mais comme actrice à part entière des mondes sociaux et politiques. Que devient la théorie critique si l'on prend au sérieux l'activité propre de la matière, sa puissance d'agir, au même titre que celle des humains? De Karen Barad à Jane Bennett, en passant par Rosie Braidotti, Elisabeth Gross ou Stacey Alaimo, ce courant appelle à renouer le dialogue entre sciences sociales, philosophie et sciences de la nature pour mieux saisir les réalités contemporaines, crise écologique, identité de genre, capitalisme biopolitique. Vers un naturalisme queer. Les nouveaux matérialismes se distinguent par leur volonté de remettre en question l'antinaturalisme d'une partie des traditions féministes, qui rejettent souvent les sciences de la nature en raison de leur association historique avec l'essentialisme et le déterminisme biologique. Depuis ses débuts, la théorie critique s'est efforcée de démasquer les formes de pouvoir qui se cachaient derrière ce qui semble relever de la nature ou de la matière. Le paradigme en est la critique marxiste du fétichisme de la marchandise. On attribue aux objets une valeur qui semble leur appartenir en propre, alors qu'elle résulte du travail humain, lui-même indissociable de rapports sociaux de production propres à un contexte historico-géographique spécifique. Ce geste de démystification, le fait de démasquer l'action humaine derrière l'apparente capacité d'agir de la matière, structure encore une grande partie des approches critiques contemporaines. Le féminisme, en particulier, s'est construit comme un lieu privilégié de cet antinaturalisme en raison du fait que l'oppression des femmes s'est souvent fondée sur des justifications biologiques, naturalistes ou essentialistes. Outre les dangers d'idéalisme discursif et d'antiréalisme scientifique, le geste critique, selon les nouveaux matérialismes, rencontrerait deux autres limites. Tout d'abord, il risquerait de remplacer un déterminisme par un autre, en l'occurrence ici un déterminisme socio-culturel, certes historiquement variable, mais qui réifie le social. Comme l'a suggéré Bruno Latour dans son texte provocateur « Pourquoi la critique est-elle à court de carburant ?», la théorie critique se repose parfois sur l'action de puissantes causalités, le pouvoir, la domination, etc., présentées comme des faits indiscutables, dont l'origine, la constitution et le mode de développement sont insuffisamment décrits. Si cette affirmation mérite sûrement d'être relativisée, Jane Bennett, elle, soutient que la théorie critique tombe dans une forme de fétichisme inversé, celui de la toute-puissance humaine. Elle se demande dans quelle mesure les réponses politiques aux problèmes publics, panne de courant, problèmes de santé publique, réchauffement climatique, etc., changeraient si nous prenions au sérieux la puissance d'agir de la matière aux côtés de celle des agents humains. En fait, pour les nouveaux matérialismes, la théorie critique travaille avec une définition dépassée et restrictive de la nature. Refuser toute agentivité à la matière pour éviter le naturalisme revient paradoxalement à préserver l'idée que la nature n'aurait pas d'autres modalités d'action que celles associées à l'essentialisme et au déterminisme, à savoir la causalité mécanique. Cela empêche de penser d'autres formes d'agir de la matière et d'établir des formes de dialogue avec les sciences contemporaines. Faute de cela, les sciences naturelles restent à la merci des lectures réactionnaires, comme on le voit dans les discours sur le darwinisme social, le transhumanisme ou certaines rhétoriques néo-eugénistes. Trop souvent encore, les sciences humaines et sociales laissent le monopole du discours sur la nature à ceux qui l'instrumentalisent, au lieu de proposer des alternatives rigoureuses, critiques et créatives. Les nouveaux matérialismes, en ouvrant la voie à une compréhension autrement à ces défis, j'ai sauté une ligne. Les nouveaux matérialismes, en ouvrant la voie à une compréhension élargie et critique des savoirs scientifiques, espèrent pouvoir répondre autrement à ces défis et redéfinir les modalités de collaboration entre disciplines.
Les humanités, comme concept anthropologique et comme champ disciplinaire, doivent faire place aux post-humanités, pour reprendre le terme de Braidotti. Comme le dit Samantha Frost, les féministes ont plus de facilité à dénaturaliser la nature qu'à déculturaliser la culture, c'est-à-dire à reconnaître que la matière ou la biologie puisse donner forme à une certaine capacité d'agir qui façonne, favorise, conditionne ou délimite la capacité d'agir de la culture. Les nouveaux matérialismes sont portés par une vision dynamique de la nature où la matière n'est pas une substance immuable déterminée, mais un processus ouvert doté de ses propres capacités morphogénétiques. La matière est travaillée de l'intérieur par des relations différentielles, s'organisant en agencements hétérogènes susceptibles de prendre forme et de produire des effets. Ainsi, au lieu de concevoir la causalité de manière linéaire, les nouveaux matérialismes s'appuient sur des modèles comme celui de l'intra-action chez Barad, ou de l'émergentisme chez Nancy Tuana, ou encore de la surdétermination chez Elisabeth Gross, où les transformations réciproques et continues prédominent, ce qui rend la matière active, créative et imprévisible. Ce naturalisme est aussi, de plus en plus souvent, pensé comme un naturalisme queer. Dans ses travaux, Stacey Alaimo s'appuie par exemple sur les nombreuses pratiques sexuelles observées dans le monde animal pour montrer que la diversité comportementale n'est en rien contre nature. Plutôt que de revendiquer la naturalité de l'homosexualité ou des identités queer, elle propose de retourner le problème. Ce n'est pas la queerness qu'il faut naturaliser, c'est la nature elle-même qu'il faut reconnaître comme fondamentalement queer, c'est-à-dire comme bizarre, anormale, déviante. Alaimo met à jour les biais hétéronormatifs des sciences et demande comment faire pour que la déviation sexuelle animale compte à la fois matériellement, ontologiquement, épistologiquement, éthiquement et politiquement. Il ne s'agit plus de chercher à savoir si tel comportement est naturel au sens normatif du terme, c'est-à-dire conforme à une norme préexistante et prescriptive, mais d'interroger la normativité propre de la nature elle-même. Sa capacité à générer des formes, des relations, des devenirs, sans modèle unique ni finalité prédéfinie. En ce sens, la nature ne prescrit pas des normes, elle produit de la variation. Elle ne fixe pas des identités, elle les rend possibles. La nature est ouverte à toutes sortes de cultures. Toute déviance est en fait une déviation évolutive. Cependant, ce retour au naturalisme soulève une question importante. Les nouveaux matérialismes ne risquent-ils pas, à rebours du constructivisme social, de tomber dans un écueil scientiste, où les savoirs contemporains seraient érigés en vérités universelles ? Par exemple, Barad ne généralise-t-il pas abusivement en dérivant une métaphysique de la physique quantique, au point de brouiller la frontière entre modèle scientifique et structure ontologique ? Alaimo ne court-il pas le risque symétrique de mobiliser les données issues des sciences naturelles pour naturaliser une position théorique ou politique déjà constituée ? Dans les deux cas, le danger est de produire une ontologie située, tributaire des savoirs dominants d'une époque et donc vouée à changer avec la société. Quand bien même Barad affirme une articulation forte entre ontologie et épistémologie, où les manières de connaître font partie des manières d'être du réel, cette position ne saurait faire l'économie d'une réflexion sur l'historicité des sciences elles-mêmes, ainsi que sur leur ancrage culturel. Car si les modes de connaissance participent de la constitution du monde, encore faut-il reconnaître que ces connaissances sont aussi produites dans des contextes particuliers, sous peine de reconduire l'illusion d'une science transparente à l'être. Comment dès lors tenir ensemble l'ambition spéculative des nouveaux matérialismes et la vigilance critique des approches historico-sociales des sciences ? C'est à cet équilibre délicat, entre ouverture métaphysique et lucidité épistémologique, que se jouent les promesses et les tensions du matérialisme contemporain. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.